Maintenant, ça va. Donc, ça OK. va? Oui. OK, vous me donnez un cue, messieurs? Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ma collègue, la sénatrice Rosa Galvez, originaire du Pérou, l'une des grandes expertes au pays en contrôle de la pollution et en évaluation de ses effets sur la santé humaine. Son parcours est remarquable. Détentrice d'un doctorat en génie environnemental, ex-professeure et ex-directrice de département en génie civil et en génie des eaux à l'Université Laval, elle a fait le saut en politique en 2016 comme sénatrice indépendante et elle rayonne à l'étranger, notamment comme présidente du réseau parlementaire sur le changement climatique de Parle America, sans compter toutes les COPs auxquelles elle assiste religieusement. Rosa Galvez est une sénatrice engagée, travaillante. Son but, sauver la planète pour ses petits-enfants. Elle a présenté un projet de loi ambitieux, S-243, la loi sur la finance alignée sur le climat, une législation visant notamment à limiter les investissements des institutions financières dans les secteurs très polluants comme l'industrie pétrolière. Elle a écrit et contribué à plusieurs ouvrages et reçu plusieurs distinctions que je ne nommerai pas toutes parce qu'on ne sortira pas d'ici. La dernière en date, le prix Clean, une des dernières en date, le prix Clean 50 pour son travail parlementaire en politique environnementale. Elle a fait également partie cette année du palmarès des 25 femmes les plus influentes au Canada, dressé par l'organisme Women of Influence. Donc, bonjour. Bonjour, bonjour, Julie. Bonjour Rosa. Comme on est collègues, on va s'appeler par nos prénoms parce qu'autrement, ça va être un peu trop bizarre. L'honorable Julie. Oui, on est toutes les deux des honorables, mais enfin ici, on est ici plus davantage pour vous parler de ce que vous avez fait comme carrière. Donc, vous êtes arrivé au Canada du Pérou en 1985, alors que vous étiez dans la jeune vingtaine. Alors, parlez-nous de cette enfance et du début de cette transition, parce qu'évidemment, comment vous vous êtes retrouvé au Canada? Ouais, c'est une longue histoire, mais je vais la résumer en 3 minutes. Et je vois beaucoup des immigrants, vous aussi, il y en a des étudiants immigrants, je m'identifie avec vous. J'étais pen friends avec mon premier époux pendant 9 ans avant qu'il vienne me retrouver à Lima, au Pérou. Puis, on était mariés, puis on a eu 3 enfants. Et il m'a parrainée, puis je suis venue faire des études. J'étais à McGill, pas loin d'ici. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat. Alors, c'est vrai, la pollution m'a toujours obsédée, c'est le mot de le dire. En fait, plus qu'obsédé. À 10 ans, vous avez fait votre premier travail sur l'environnement. Et je me rappelle de ça parce que c'était à la fin de l'école primaire, puis et on nous avait mis, c'était le début de ce que ça allait devenir une pratique courante, le travail en équipe. Mais pour nous, c'était la première fois. C'est à cette époque-là, OK, on nous met en équipe, en groupe, puis on nous dit, vous savez un an pour choisir un sujet, puis vous allez présenter. Mais on était tout petites, hein? Puis, je me rappelle les premiers mois, on tournait en rond, on ne savait pas quoi. Puis, moi, je disais, écoutez, moi, les smog, ça me dérange. Mes frères souffrent de l'asthme. Je vois dans les nouvelles, Tokyo, Mexique, souffre de beaucoup de pollution de l'air. Et donc, on a choisi comme ça, on a choisi, puis on a gagné. Puis, pourquoi je me rappelle de tout ça? C'est parce que les prix étaient une peinture de girasol de Van Gogh. Et évidemment, c'était une fake, mais c'était une peinture, une imitation. Et je l'ai eu dans ma chambre pendant des années, des années. Donc, c'était comme un rappel de tout ça. Et oui. Et donc, alors, vous avez eu la vocation jeune. Vous êtes arrivée ici déjà mère de famille, si je comprends Non. bien, pas encore quand même. Non. Donc, vous étiez une étudiante. Donc, comment s'est passée la transition? Vous aviez fait, je crois, votre bac au Pérou et Oui. là, vous vouliez continuer. Comment ça s'est fait? Parce qu'ici, on a justement plusieurs étudiants qui doivent faire cette transition. Comment c'était à l'époque?
Alors évidemment, récemment, on m'a posé presque la même question au niveau de mes diplômes et de mes équivalences. Puis j'ai expliqué que en arrivant ici, j'avais déjà les équivalences parce que j'ai eu un an pour me préparer avant de venir ici. Donc, le ministère de l'Éducation, l'ambassade du Canada à Lima avait tout estampé et donc je suis venue avec mes diplômes qui disaient que j'avais un baccalauréat en génie civil sanitaire. Et en plus, j'avais déjà travaillé, donc j'avais déjà de l'expérience professionnelle dans ça. Mais on m'a encouragé fortement à faire des études graduées ici pour faire cette transition-là. Et je me rappelle que pour devenir membre de l'Ordre des ingénieurs, il fallait faire une demande. On a évalué ces équivalences encore, puis on m'a demandé à moi de faire 4 examens. Il y a eu d'autres gens à qui on a demandé plus. Et j'ai eu mes propres étudiants venant de tout coin du monde à qui on les a demandé pas mal plus des examens. Et je sais que c'est difficile. Je sais qu'il faut être vraiment motivé, puis je sais qu'il faut avoir un travail parce que ça coûte cher, ces examens-là. Mais j'ai passé par ça. Et les 4 examens, c'était un des bases, en génie, j'ai choisi mécanique des sols. Un des spécialités, j'ai choisi génie de l'environnement pour toute la pollution de l'eau, du sol, de l'eau et de l'air. La déontologie, qui pour moi, c'est extrêmement important de passer l'examen de déontologie, être conscient que notre rôle principal en tant qu'ingénieur, c'est la protection du public. Puis les 4e, parce qu'on est au Québec, évidemment, c'était de passer l'examen français. Et l'examen de français, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. J'étais allée plus par mon intuition, puis par les sons. Conjuguer les français, c'est pas Oui. facile. Alors, je vous le rappelle parce que c'est quand même, la sénatrice Galvez est trilingue et le français est sa 3e langue. Alors, quand on parle ensemble, c'est toujours, comment dire, Rosa Galvez est très directe en français parce que c'est la langue qu'elle a appris, c'est la 3e langue. Donc, des fois, les nuances peuvent sauter, alors qu'évidemment, en espagnol et en anglais, donc c'est intéressant dans ces discussions et des allers-retours, mais trilingue avec toute cette vie-là, comme vous le voyez, tout ça est très méritoire. Donc, parlons d'un sujet, comment dire, connu en génie. Vous avez étudié il y a quelques années. Combien y avait-il de femmes parmi vous? Et comment s'est améliorée, si elle s'est améliorée, la proportionnalité ou la présence des femmes en génie? Il n'y en avait pas beaucoup de femmes. On était à Montréal, c'est déjà été multiethnique. On est la représentation du mosaïque canadien, mais quand même en génie, il n'y en avait pas beaucoup. Je peux vous donner une anecdote qui m'avait vraiment frappé incroyablement. C'était un jour où on avait réussi avec notre équipe de recherche à McGill un gros projet. Puis mon directeur voulait fêter ça, puis il voulait nous emmener au lounge, le salon des professeurs sur la rue McTavish, une vieille maison. Puis à la porte, on m'a dit que je ne pouvais pas rentrer. C'est l'année 88 ou 87 par là. Ça fait pas si Oui, longtemps ça quand fait, même. c'est hier. Non, ça fait 30 ans de ça peut-être. Puis, mais quand même, moi, je me rappelle avoir été vraiment choquée qu'on me dise que je ne pouvais pas rentrer. Et mon professeur, qui était de Singapour, était aussi vraiment très fort. Il s'est plaint. Puis, on a réussi à me faire rentrer. Mais c'était pour dire que c'était difficile. C'était difficile. À cette époque-là, j'avais juste 2 autres copines en génie civil au niveau de doctorat. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand je suis arrivée à l'Université Laval, j'étais la seule femme, mais je n'étais pas seulement la seule femme, mais j'étais la seule immigrante, la minorité visible, la femme en génie. Donc, ouais. Tout ça, vous en portiez beaucoup sur les épaules. Est-ce que les choses se sont améliorées? Vous avez été professeur Oui. pendant plus de 20 ans. Comment vous avez vu la situation évoluer? Alors, certaines universités ils ont dit, bon, on va changer nos statuts, on va changer les règles, puis on va provoquer, puis on va faire une règle avec laquelle ça va nous permettre d'augmenter des femmes.
Mais vous savez que quand on force les choses, ça se passe pas bien, hein. Il y a beaucoup de résistance. Alors, quand je suis devenue chair, moi, mon approche, c'était si les CV sont égales, à égale compétence, ben, on va choisir la femme, bien sûr. On va choisir évidemment la minorité visible. Mais il faut pas se tirer dans les pieds parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà vu aussi cette stratégie de choisir une femme pour ensuite dire, mais Elle est tu pas la bonne. vois, elle n'est pas bonne, elle n'est pas compétente, et tout ça, toute, toute cette politique n'est pas bonne. Alors, il faut faire beaucoup attention à ça. Hmm. Euh, donc, longue et brillante carrière universitaire, mais vous avez aussi enseigné, mais aussi vous avez été impliqué dans toutes sortes de projets environnementaux, protection des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent. Et aussi, ce qui m'a intéressé, bien sûr, c'est parce qu'on en a tous entendu parler, ça a été un vrai traumatisme au Québec, la décontamination après le déraillement à Lac-Mégantic, le déraillement du train, là, ça avait été assez atroce. Gros dossier, très en vue. Quel a été votre rôle exactement? Alors, quand on est professeur, souvent on nous dit, hein, il faut que tu sois, que tu aies une chaire de recherche. Mais moi, c'est ce que je dis à tous les jeunes profs, les gens qui veulent aller en recherche, c'est que oui, c'est bien d'avoir une chaire, absolument, mais il faut bien réfléchir parce qu'une chaire bien attachée avec beaucoup de pression envers les sujets, puis envers l'industrie qui nous a financés. Et donc, moi, même, j'ai souffert beaucoup de pression, évidemment, parce que j'avais du succès dans mes recherches, d'avoir des chaires, mais j'ai tout le temps refusé. Mais à la place, j'ai diversifié beaucoup mes sources de recherche et donc, et j'étais très portée à faire de la recherche sur le terrain. Il fallait qu'il y ait une composante terrain, il fallait qu'il y ait un composant solutionner un problème existant, pas théorique seulement, pas un laboratoire seulement, mais il fallait qu'il y ait. Et donc, très rapidement, j'ai été très connue des municipalités, j'étais très connue des ministères pour faire du travail de terrain, beaucoup sur la contamination des lacs, la contamination des rivières, les sédiments contaminés, l'eutrophisation, les déchets. Et donc, dans cette dans cet élan et à cause de que j'ai des bons amis qui, depuis longtemps, qui ont fait des études avec moi, McGill, qui sont devenus ma famille choisie, celles qui ont choisi, les amis. Alors, nous, on a une gang on est 6 couples, puis on se voit depuis 30 ans ou plus. Puis, on va, à chaque année, on va au lac Mégantic dans la région de Easter Township, d'Estrie, de l'Estrie. Puis, on est, plusieurs d'entre nous, on est amateurs astronomie. Puis, on a des télescopes. Et ces jours-là, on avait loué une chalet pas loin du lac Mégantic. Puis, c'est incroyable parce que la vie est comme ça. On s'était dit qu'on irait prendre un verre à cette fameuse bar qui est juste en bas de la côte, oui, qui a été complètement annihilé. Celui qui était, ouais. On l'a vu, on est passé par là. On s'était dit, oui, on vient ce soir, on va souper, on va cuisiner ensemble, puis on s'en vient. Mais la vie est comme ça. On aime beaucoup la cachaça, on aime beaucoup les mojitos, on aime beaucoup les margaritas, puis on avait pris beaucoup. Et quand on a voulu partir, on s'était dit qu'on n'était pas en condition. Quelle bonne idée. Oui, oui, on s'était dit ça. Personne n'est en condition de conduire. Restons. Et on s'est couché, puis il n'y avait plus d'électricité. On a entendu des sons. Nous, dans notre innocence, on pensait que c'était des feux d'artifice. Et c'est le lendemain que quand l'électricité est revenue, on s'était rendu compte, moi, mon conjoint, on a vu que j'avais beaucoup de messages d'Internet, de téléphone, notre famille, toute notre famille, mes filles, mes enfants étaient tous, qu'est-ce qui est arrivé? Et nous, on ne savait absolument rien. Et donc, le téléphone n'arrêtait pas de sonner.
C'était les journalistes qui voulaient savoir mon opinion au sujet du déraillement, puis les feux qui continuaient. Les feux a duré comme presque 48 heures. Et ça commençait à 11 heures, puis c'était vers 8 heures, 7 heures du matin, puis ça continuait. On m'a dit que j'avais une passe pour aller à la ville. J'ai pris la passe, puis j'étais allée. Je parlais avec les pompiers, je parlais avec les gens de la police. Puis il y avait une chose qui me frappait énormément, c'était l'effet de voir tous les pompiers en train de continuer à arroser les wagons qui n'avaient pas explosé, Donc, qui contenait qui du contenaient pétrole. du pétrole baquin hautement inflammable. Mais eux ne mettaient plus de l'eau dans les flammes qui avaient 10 mètres de hauteur. Je les ai vus. J'ai vu des gens dans la rue pleurer, crier, s'évanouir, la fumée et tout ça. Mais dans ma tête de professionnel, puis je me disais pourquoi on continue d'arroser ça, pourquoi on ne les tire pas, pourquoi on ne ferme pas les feux. Plus tard, je sais pourquoi, mais peut-être c'est une autre histoire. Et vous êtes revenu dans cette scène, Oui, mais à titre de professionnel pour décontaminer. oui, en fait, oui, parce que je me suis dit, il ne faut pas que ça arrive encore une fois. C'est quoi le problème? Pourquoi? Le ministère des Transports a publié un gros rapport, puis plus tard, presque quand on avait déjà, nous, à démarrer nos études, pour dire qu'il y avait 18 facteurs, dont de eux, plus d'une dizaine étaient en relation avec la réglementation qui avait été enlevée. Exact. Il manquait, c'était un cas de réglementation. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à aller en politique ou ça n'a rien à voir? Oui, absolument. C'est en étant ingénieur en environnement, la politique, la législation, les réglementations environnementales contrôlent notre profession. Puis je m'étais rendu compte que au début, dans mes cours, je disais à mes étudiants, la réglementation environnement canadienne est one of the best in Canada, est l'une des meilleures. Puis c'était la réglementation des années 70. Ça a été bien pensé, elle est bien ficelée, elle est compréhensive et tout ça. Puis là, tout d'un coup, je me trouvais à dire à mes étudiants, vous êtes des ingénieurs, la protection du public est votre première responsabilité, puis la réglementation n'est pas suffisante. Et Alors, dans votre carrière, vous avez passé de tout l'un à tout l'autre. Et est-ce que c'est absolument. parce que la réglementation avait vieilli ou vous avez été de plus en plus consciente des trous dans la réglementation? Alors, les deux. Premièrement, tout ce qu'on apprend au sujet de l'environnement, ça change tellement vite et la réglementation est toujours bien en arrière. Puis, d'autre côté, les politiciens ont des intérêts, puis ils vont aller couper dans la réglementation selon les intérêts, selon leur idéologie. Et donc, tout d'un coup, on avait une réglementation environnementale canadienne qui était un trou. C'était vraiment des trous. Et tout le monde coulait, puis c'était vraiment désespérant à un moment donné. Et donc, je m'étais mise plus à critiquer, puis à essayer de changer la réglementation provinciale, municipale. Puis, et quand j'ai vu l'opportunité du Sénat, ben là, je me suis dit, bon, on va essayer, mais je n'étais pas sûre. Hein? Alors, 2016, Rosa Galvez entre au Sénat. Vous êtes une scientifique, vous êtes habituée à critiquer. Dans les universités, où on critique ce qui se fait, ce que les politiciens font. Et là, soudain, vous devenez sénatrice. Alors d'abord, quel a été le choc? Parce que comme nous avons ici des futurs ingénieurs, quel est le choc d'une scientifique qui rentre dans cette chambre de la parole? Exact. Chambre de discours, chambre de palabres. Quel est le choc ou avez-vous subi un choc? Absolument, oui. Puis, 4 mois plus tard, je voulais sortir de là. J'étais vraiment pas contente. Pourquoi? Plusieurs raisons. Alors, premièrement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pertes de temps, beaucoup de discussions sans fond, sans objectif, sans calendrier, chaotique. Aussi,
je peux vous raconter. Dans mon premier comité, les premières séances de comité environnement, je vais comme une sénatrice, je m'assois là, puis on va parler de changement climatique. Et j'étais vraiment très motivée, puis très excitée de ma première rencontre dans un comité sénatorial et on va parler du changement climatique. Waouh, j'ai dit parfait. Et la personne qui était là était à Climate Change Denier, qui était venue avec 10 cadres. Et je vous montre poste 10 photos, un cadre des encadrements, 10. Et dans chacun de eux, c'était des peintures de l'époque médiévale. Puis, je me rappelle d'une en particulier, c'était l'enfer et le ciel de, comment il s'appelle, les peintres italiens. Je vais oublier, en tout cas. Et donc, lui, il avait dit, regardez, c'est dans la nature de l'être humain d'être sage et d'être... Hein? Dante, oui. Merci. Oui, c'est dans la nature humaine, des fois, on est des saints, des fois, on est des gens vraiment evil, des diaboliques. Mais j'aurais pu endurer ce discours-là pendant 2 heures de temps parce que ça dure 2 heures de temps. Et j'ai décidé, comme Julie m'a dit, je suis très directe. Et je n'ai pas hésité une seconde, puis j'ai demandé au monsieur, pouvez-vous me dire dans quel journal scientifique vous publiez votre résultat sur le changement climatique? Pouvez-vous me dire si vous êtes dans la modélisation, dans la physique, dans les études planétaires, quelle est votre expertise? Et là, je me fais dire que j'étais impolie, que je ne devais pas parler comme ça à nos invités. Mais c'est le monsieur qui est parti. Alors, ce n'est pas moi qui est parti, c'est le monsieur qui est parti. Oui, mais je me suis demandé plusieurs fois qu'est-ce que je fais ici. Mais notre côté ingénieur qui cherche des solutions, puis qui est un petit peu comme, on aime beaucoup les défis, on aime beaucoup les challenges. Moi, je me suis dit, je vais rester 1 an et je vais voir tous les cycles passer, toutes les étapes. Et si à la fin du cycle, vraiment, je vois que je perds mon temps, ben, je vais partir. Mais si je vois que je peux changer des choses, je vais rester. Donc, je vais rester. Donc, vous êtes resté parce que vous avez accepté qu'il y avait différentes opinions et qu'il fallait essayer de composer avec cela et que les sénateurs, par définition, n'étaient pas des scientifiques, ou vous êtes resté parce que vous aviez une mission? Pourquoi êtes-vous resté? Alors, évidemment, quand on est en sciences, quand on est en recherche, on sait que la chose la plus normale, c'est d'avoir de différentes opinions. C'est normal, c'est pas ça le problème. À l'université, j'ai 30 personnes et les 30 professeurs ont des visions différentes. Mais l'idée, c'est de discuter, de débattre, sortir les meilleures idées, être tiré par le haut pour l'amélioration, parce qu'à la fin, on a tous les mêmes objectifs. Et dans les Sénats, ça devrait être le bien-être des Canadiens. Ça devrait être ça, notre but. Et quelque part, la logique et le raisonnement devraient avoir raison. Puis, à un moment donné, on trouve un consensus, puis on avance. Et il n'y en a pas ça dans le Sénat. C'est vraiment très divers, c'est très hétérogène. Il y a encore il y a encore un parti politique, donc on est dans un système mixte entre une majorité de sénateurs indépendants et une opposition officielle conservatrice. Donc, c'est vraiment un Sénat en transition où c'est un peu compliqué de fonctionner. Absolument. Puis, mais j'espère et je pense qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'on est en une diversité et puis qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes, mais qu'on devrait avoir un consensus sur les objectifs. Puis là, après ça, choisir quel est le meilleur chemin pour se rendre à cet objectif-là. Et évidemment que les rayons d'influence augmentent en étant au Sénat. J'avais un rayon d'influence qui était dans mon domaine à Québec, en Amérique du Nord, peut-être un peu en Europe, dans mon domaine.
Après ça, ici à Ottawa, on a un domaine d'influence beaucoup plus vaste et on peut joindre des gens qui pensent comme nous, qui pensent que la pollution, l'inégalité, la pauvreté, c'est des choix politiques puisqu'on a les moyens pour nourrir la planète, on a la technologie pour nettoyer l'atmosphère et on a des technologies pour nous empêcher de produire la pollution. Donc, c'est des choix politiques et donc il faut être là avec les politiciens pour essayer de changer ça. Alors, je vous interromps parce que c'est intéressant ce que vous dites. Au Sénat, la sénatrice Galvez a accru son influence ou a touché d'autres personnes. Donc, vous considérez qu'en termes de diffusion du message, vous avez progressé. Or, le Sénat au Québec est une institution assez mal aimée où on ne fait pas toujours le rapport entre une certaine expertise et les sénateurs. On a plutôt une autre image. Donc, comment avez-vous percé à travers cette image de la sénatrice ou du sénateur qui n'est pas, comment dire, très aimé, et le fait que vous aviez cette expertise antérieure qui fait que vous aviez une base quand même assez solide pour parler de changement climatique? Bon, premièrement, c'est que ma carrière, je l'ai faite au Québec. Donc, j'ai plein d'amis à tous les niveaux, dans plusieurs municipalités, villes de Québec. Et donc, les gens me connaissent au Québec. Donc, ce n'est pas un endroit où on ne me connaît pas. Au contraire, je me sens chez moi ici. Puis, je peux raconter beaucoup de choses parce que je me sens chez moi. Mais si vous regardez, vous pouvez aller sur Google puis dire quels sont les types de professionnels que les gens font plus de confiance. Et vous regardez ça, puis vous allez voir que les politiciens sont à la fin. Oui. Puis les premiers sont les professeurs, les docteurs, les infirmières. Puis en bas, c'est les banquiers. Les assureurs sont aussi très en bas. Les prêtres sont au milieu, les gens de la religion, mais nous, les experts, les professeurs, les scientifiques, on est en haut. Alors, c'est peut-être un peu un jeu que je joue. C'est peut-être un jeu que je joue. Et je vais choisir de me présenter. Il y a des fois, indépendant de mon audience, que je veux dire, je suis docteur, professeur, scientifique. Puis, il y a des fois où je ne vais jamais presque dire que je suis sénatrice. Je veux dire surtout que je suis une législatrice, Oui. que je fais de la législation, que j'analyse la législation. Puis, puis une autre chose aussi, c'est que quand c'est vrai que, par exemple, le NDP dit officiellement qu'il est contre les sénateurs. Il le dit officiellement. Ils veulent l'abolition du Sénat. Ils veulent le l'abolition du NPD. Sénat. Sauf que quand on les rencontre individuellement, ils sont vraiment très, très gentils, puis ils sont vraiment fins parce qu'ils ont les mêmes But. buts. Et donc, c'est ça. Et ça, c'est le jeu politique, diplomatique qu'il faut faire. qu'il faut faire. Donc, vous faites ce jeu diplomatique, mais reste que, avant de passer à votre législation, à votre projet de loi, je veux vous entendre un peu sur l'institution, quand même, quand on y est rentré et quand vous y êtes rentré, était encore relativement patriarcale, disons-le. Oh, je parle du Sénat ici. Maintenant, on est une majorité de femmes. Donc, vous avez vu la progression? Y a-t-il eu progression? Parce que non seulement vous étiez une experte, mais vous n'aviez pas la lampe dans votre poche et vous étiez dans des dossiers très controversés parce que le changement climatique est au milieu d'un conflit idéologique entre les conservateurs et les plus progressistes. Alors, comment avez-vous vécu ça? Parce que vous aviez déjà été un peu seule comme femme en génie. Et là, vous arrivez au Sénat qui se transforme, mais où il y a encore pas mal de misogynie. Ben, c'est la sensation de déjà vu, c'est certain. Alors, encore une fois, il ne faut pas paniquer. Puis, il faut réfléchir sur comment on va gérer ça. Et c'est exactement pareil, un petit peu. C'est de faire la démonstration qu'on a les compétences, mais aussi, je vais revenir à la question d'être immigrante puis d'arriver d'ailleurs. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vais vous apprendre, mais quand on vient d'ailleurs, il faut faire toujours plus. Il faut juste l'accepter. Il faut juste l'accepter.
Puis, il ne faut pas se penser victime ou quoi que ce soit, parce qu'en réalité, je vais vous dire très franchement que ça devient notre plus. Ça devient toujours notre plus parce qu'on a dû faire plus d'efforts, donc on est meilleur, donc on est plus. Et donc, qui va se lever et essayer de nous poser des questions quand on sait qu'on connaît les réponses? Donc, ça, c'est... Et donc, c'est la même chose au Sénat. Donc, au Sénat, c'est de montrer et encore une fois, pas avoir peur de dire les choses. Puis, justement, je me rends compte que les gens qui ont essayé de l'intimidation, les gens qui ont essayé d'avoir le ton fort ou d'être agressifs, c'est parce que justement, n'ont pas la raison avec eux, n'ont pas la logique, n'ont pas les arguments. Et donc, très rapidement, on peut, avec des arguments, on peut, je me rappelle une chose, un seul exemple. À un moment donné, il y a un sénateur qui s'est levé pour parler contre quelque chose que j'avais dit. Puis lui, qui était un sénateur qui a des business dans les pétroles et les gaz, qui est propriétaire de puits de gaz, il s'élève pour dire que les pipelines avaient une vie infinie. Alors, imaginez-vous dire ça à un ingénieur. Mais quelle erreur, pourquoi? Mais c'est lui qui s'est planté. Alors, avec toute la confiance du monde, je me suis levée et j'expliquais, c'est les matériaux. Et que les matériaux ne sont pas infinis. Puis les soudures dans une pipeline ne sont pas infinies. Que la corrosion causée par le pétrole qui circule à l'intérieur va détruire à telle vitesse la densité du matériau. Alors les pauvres, oui, je dis les pauvres parce qu'ils se Oui. si rapidement. Ouais. Alors donc, je précise que c'est assez rare parce qu'on a assez peu de scientifiques de ce niveau-là dans un sujet qui est devenu si important en politique. On a beaucoup d'avocats au Sénat, donc sur les questions juridiques, il y a plein d'opinions et tout, mais sur une question aussi pointue que le génie environnemental, franchement, la sénatrice Galvez est pas mal seule à avoir autant de crédibilité. Donc, effectivement, vous ne répondez pas à la question par une espèce de pirouette politique, mais très, très rapidement, vous allez dans la science. Alors, moi, ça m'a vraiment frappé parce que ça changeait un peu le ton du discours. Donc, allons-y sur l'écologie, qui est quand même une de votre grande passion. Quel est le rôle que la politique et la législation jouent dans les enjeux écologiques? Vous avez dû réfléchir à ça. Où vous situez-vous là-dedans? Est-ce que vous pensez que ça tient au fait qu'il faut carrément changer le capitalisme, abandonner l'idéal de croissance économique? Certains disent qu'il faut que les innovations technologiques permettront de régler tout ça de façon, comment dire, assez douce. Donc, où vous vous situez au niveau philosophique là-dessus? Écoutez, en fait, ce n'est pas philosophique, c'est scientifique. Ah, d'accord. On est dans une planète où il y a 9 systèmes qui régulent la façon dont la planète fonctionne, de façon qu'elle soit accueillante pour notre vie des êtres humains. Et si on dérègle l'un de ces 9 systèmes, mais on n'a plus notre maison planète Terre pour nous accueillir. Alors l'un, je ne vais pas parler de 9, mais je vais parler juste de un, que c'est les changements climatiques. Donc, nous avons mis de la pollution dans l'atmosphère qui crée les gaz d'effet de serre, qui réchauffe la planète, qui réchauffe le Canada 3 fois plus vite que le reste de la planète, que dans l'Arctique réchauffe 5 fois plus vite, 7 fois plus vite. Donc, ça cause des extrêmes climatiques, des événements climatiques extrêmes qui détruisent les infrastructures qui ont été construites par vous, les ingénieurs, avant la fin de leur vie utile, faisant la démonstration que rien n'a de vie infinie. Et donc, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? C'est parce que les corporations n'ont pas géré les externalités négatives qui est égale pollution. Externalité négative égale pollution. Donc, on l'a laissé polluer l'atmosphère, l'eau. Et ils ont fait beaucoup de profits et on ne les a pas demandé, exigé de régler ces externalités. Et aujourd'hui, on se trouve dans ces crises-là. Donc, la science nous a fait la démonstration comme quoi c'est la combustion de combustibles fossiles qui cause les gaz à effet de serre.
La technologie a fait son travail de nous développer de l'énergie solaire, biomasse, nucléaire, vent, éolienne, wave, les vagues et les marées. Et donc, il y en a des options. La population, 72% des Canadiens veulent une action climatique plus importante. Les grands experts en économie nous disent qu'avec une transition vers une économie faible en carbone, il y aurait beaucoup de développement économique. Donc, il ne faut pas les voir comme une dépense, il faut les voir comme un investissement. Et donc, qu'est-ce qui manque? Donc, ce qui manque, c'est la volonté politique pour aller dans ce sens-là. Mais la volonté politique est influencée par des lobbying. Et le lobbying du secteur pétrolier au Canada est extrêmement fort. Et donc, il est lié quand même à une part d'emploi. Il est lié à une... De moins en moins, étant donné la robotisation, même s'ils disent beaucoup de choses, ce n'est pas eux qui ont les croissances, c'est plus en artificial intelligence, c'est plus en agriculture, c'est plus en télécommunication, puis la croissance en travail chez les pétroles et gaz n'est pas aussi forte qu'elle l'a déjà été. Donc, vous jugez que la volonté politique n'y est pas à travers le monde, au Canada. Vous êtes dans chacune des COPs, vous voyez ces milliers de personnes qui tentent d'en arriver à un consensus. Moi, je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, je suis un peu pessimiste, là. Je trouve toujours que c'est des énormes. Donc, il y a quand même beaucoup de discours au Canada. On ne peut pas dire que ce gouvernement ne parle pas de changement climatique, mais qu'est-ce qui manque à votre avis? Alors, il manque l'expertise parce qu'effectivement, on dit beaucoup, on veut augmenter nos ambitions. On dit on va augmenter l'ambition, puis, mais dans les faits, si on regarde nos pairs, c'est-à-dire les pays du G7, le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas réussi à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment expliquer ça? Le Canada est le seul pays qui donne les plus grands montants en subventions à l'industrie du pétrole. Le Canada est le seul pays du G7 qui multiplie encore les investissements dans le pétrole. On a devenu propriétaire d'une pipeline. On a donné un permis à baie du Nord pour l'exploitation. Donc, il y a beaucoup de paroles, mais dans l'action, il y en a moins d'action, il n'y en a pas de résultats. Et dans les COP, on va être considéré comme un leader puisque notre promesses sont toujours plus importantes, mais dans les faits et dans les résultats, on ne les voit pas. Et donc, il nous faut des législations qui sont vraiment, qui poussent les corporations et les publics et les privés vers vraiment une transition, une transformation vers une économie à faible en carbone. Alors, donc tout ça, c'est une petite révolution, ne nous le cachons pas, c'est assez compliqué. Je veux revenir avec vous, avant de passer à votre projet de loi, à toute la question de la captation du carbone. Parce qu'un des grands arguments en ce moment, c'est de dire il faut une transition, juste une transition ordonnée. Donc, on ne peut pas fermer l'industrie pétrolière. Ce qu'il faut, c'est lui donner les moyens technologiques de polluer moins. Et depuis que je m'intéresse à ces questions, la captation du carbone revient comme étant l'outil, vous qui êtes des ingénieurs, l'outil numéro 1 pour diminuer la pollution par l'industrie pétrolière. Or, vous devez avoir quelques réserves face à cette technique. En fait, ça peut être très facile et simple, la réponse, comme ça peut être très complexe. Si je vous demande à chacun de vous, si vous saviez le choix entre être indépendant de vos parents, puis continuer à être dépendant de vos parents pour le reste de votre vie, qu'est-ce que vous allez choisir? L'indépendance, non? N'importe qui veut l'indépendance. Alors, l'énergie renouvelable en forme de
des vagues, des marées, des éoliennes, solaires, biomasse, nous rend indépendantes. Pourquoi l'Allemagne est dans la situation qu'elle est? Parce qu'elle est dépendante du gaz russe. N'importe quel pays, nation veut être indépendant. Alors, dites-vous, demandez-vous, pourquoi si je peux avoir une ressource qui est là, qui ne m'écoute pas, les solaires n'écoutent pas, est là, la ressource, la lumière est là, les vents est là, les vagues sont là, pourquoi je vais me compliquer la vie à aller essayer de chercher du pétrole dans la mer du Nord à 100 km de profondeur avec tout l'impact que peut avoir. Ça coûte plus cher, c'est plus polluant, c'est pas sécuritaire, c'est pas bon pour les travailleurs, etc. Pourquoi? Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des invested interests. Des intérêts au statu quo, Des- des intérêts à ce que le statu quo se poursuive, Oui. parce qu'il y a des gens, évidemment, il y a des compagnies qui font des sous. En ce moment, il y a une croissance de la vente du pétrole avec tout ce qui s'est passé en Europe. C'est des profits records que les compagnies ont fait. Alors, tout le monde veut avoir, tout le monde dit, je veux que ça soit moi qui va vendre la dernière baril. Et on va dire, mon baril au Canada est plus éthique. L'Arabie saoudite dit, mon baril est le plus propre. Et donc, finalement, tout le monde continue. Mais la question était au sujet du carbon capture, puis je ne vais pas m'éloigner Oui, de la ça. captation du carbone, qui est quand même une technique controversée pour ce qu'elle fait et ne fait pas. Vous êtes des ingénieurs, donc ça va vous fasciner le fait que quand on extrait du pétrole dans des conditions qui sont non conventionnelles, c'est-à-dire quand c'est dans les interstices du sol, on enlève quelque chose, puis on déstabilise toute la zone. Donc, si vous regardez en Alberta et puis à Saskatchewan, maintenant, il y a de la sismicité qui est produite par l'extraction du pétrole. Ça fait plus de 30 ans que les compagnies pétrolières savent ça et ça fait plus de 30 ans qu'ils essayent de remplir toutes ces vides qu'ils ont laissées dans le souterrain avec quelque chose. Donc là, la grande idée, ça serait de prendre le CO2, puis les réinjecter pour restabiliser le tout. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le sol dans le souterrain n'est pas aussi homogène, n'est pas. Et ça fait 30 ans qu'ils essayent de faire ça. En Norvège, ça fait 40 ans qu'ils essayent de faire ça. Les plus d'efficacité qui sont allés chercher, c'est 30%, puis en Norvège, je pense, c'est 70%, mais ça nous garde dépendants du pétrole. Et ça va créer d'autres problèmes. Et une autre chose qu'ils veulent faire, vous connaissez dans la sable bitumineuse, c'est toutes ces tailing ponds, toutes ces lagunes, des lagunes pas de déversement? Non, c'est des lagunes dans lesquelles on met, pour chaque baril de pétrole qu'on extrait, on a besoin de 4 barils d'eau. OK? Donc, pour chaque baril qu'on exporte de pétrole, on a eu besoin de 4 barils d'eau. Alors, où s'en va ces 4 barils d'eau? Ça s'en va dans ces lagunes. Des bassins. Des bassins. Et donc, là, ces bassins-là, à cause justement encore de la précipitation qui a changé, à cause du changement climatique, remplissent ces bassins de façon incroyable et la stabilité des talus de ces bassins-là est devenue maintenant à risque. Exact. On a même contaminé une communauté autochtone avec cela en Athabasca. Athabasca. Donc, allons-y sur qu'est-ce que vous, Rosa Galvez, parce que la sénatrice Galvez parle évidemment de toutes ces questions-là à la faveur de projets de loi du gouvernement. Vous avez été présidente et vous êtes encore présidente du comité de l'environnement, mais vous avez décidé de faire une initiative individuelle. C'est ce qu'on appelle les projets de loi du Sénat d'intérêt public. Je vous ai parlé de ce que je faisais moi aussi la dernière fois. Donc, la sénatrice Galvez a eu un projet pas mal ambitieux. Je vous laisse l'expliquer de façon assez simple pour qu'on comprenne. Qu'est-ce que vous proposez comme loi? Alors, en 2020,
le gouvernement m'a demandé de mariner la loi sur la carboneutralité 2050. Et j'ai accepté, j'ai fait des amendements, mais je me suis rendu compte que cette législation nous dit en 2050, il faut qu'on soit net zéro. Et qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et 2050? Et donc, qu'est-ce qui manque? Pourquoi on n'avance pas? Et je me suis rendu compte que c'est les finances. C'est les finances qui n'embarquent pas. Et pourquoi les finances n'embarquent pas? Encore une fois, c'est à cause de ces intérêts. Le secteur financier. Le secteur financier qui est composé de, évidemment, les investissements publics, les fonds de pension, les banques et les assurances. Donc, ça, c'est le système financier canadien. Puis, les statistiques sont là pour faire la démonstration que ces entités continuent à financer les pétrolières en masse, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous êtes dans une université, vous savez que le mouvement de désinvestissement a commencé chez les universités. Dans le monde, la première université qui a fait ça, c'est l'Université de Toronto. D'ailleurs, on l'appelle ça les principes U of T, pour que vous sachiez. Et les mouvements de désinvestissement est le plus grand désinvestissement historique. Mais au Canada, pour chaque dollar qu'on a désinvesti du secteur pétrolier, les banques, notre banque, nos 5 plus grosses banques, la Banque de Montréal, la Banque, la Scotiabank, TDB, etc., pour chaque dollar que nous, on a désinvesti, eux, ils ont investi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous, les Canadiens, notre risque contre les risques climatiques est agrandi encore plus vite. Et je peux vous dire qu'à chaque année, on a une dizaine d'événements climatiques extrêmes qui coûtent des milliards de dollars et que c'est les assurances, c'est les banques qui doivent payer une partie de ça. Donc, c'est l'argent canadien. Et donc ça fait presque pas de sens. Pourquoi les banques investissent? J'imagine que c'est à cause de la possibilité de profit. Pourquoi investir dans l'industrie pétrolière si on sait qu'au bout du compte, le système des assurances, dans ce cas-ci, et tout, va devoir payer pour les catastrophes? C'est malsain, mais quelqu'un m'a expliqué que c'est parce que les gens qui sont à la direction de ces entités-là sont les mêmes personnes. Et si vous regardez, il y a des rapports écrits par un think tank qui s'appelle Shift, qui a montré des données qui sont vraiment ahurissantes dans le sens qu'on mettait 500 personnes dans une chambre et puis ces 500 personnes sont membres des boards. Des conseils d'administration. Des conseils d'administration à la fois des fonds de pension et à la fois des pétrolières. Alors, imaginez-vous, vous êtes un membre de ce conseil et vous mettez votre casquette des fonds de pension où vous devez vous assurer que les travailleurs vont avoir leur pension dans 30 ans. Puis après ça, le lendemain, vous mettez votre casquette, puis vous êtes dans les conseils d'une pétrolière qui doit fournir des profits aujourd'hui. Donc, ces deux responsabilités sont contraires et donc provoquent toute cette situation malsaine qui fait en sorte qu'on est toujours dépendant. Donc, on est au cœur du capitalisme avec votre projet de loi, parce que c'est vraiment ça. Comment pensez-vous, vous, Rosa Galvez, changer les choses? Parce que tout ça, c'est les fondements même du capitalisme. La recherche du profit, la responsabilité fiduciaire envers les actionnaires. Donc, que faire? Que proposez-vous? Moi, je pense que ce n'est pas aussi clair que la responsabilité financière est simplement de retourner de l'argent à les investisseurs. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une poursuite en cours, soit au Canada, soit dans le monde, au sujet de la responsabilité financière, fiduciaire, tous les juges ils ont dit à peu près la même chose. C'est-à-dire que la responsabilité n'est pas seulement de l'argent, de la matérialité, de l'argent, mais une corporation, ça doit être aussi un citoyen responsable. Et si un citoyen responsable, on ne le permet pas à lui de polluer,
pourquoi à une corporation, on va les permettre à elle de polluer? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ce sens-là, donc, beaucoup de gens qui sont responsables des corporations, vraiment, il y en a beaucoup de groupes de corporations responsables, veulent que la législation soit clarifiée et que ça dise clairement que ce n'est pas un retour financier, mais c'est un retour plus de bien-être de la société. Et il y a un mouvement qui dit qu'une corporation, sa responsabilité n'est pas seulement en argent, mais c'est un environnement, c'est un social, d'impact social, puis c'est de gouvernance pour éviter la corruption. Et donc, je pense que ça devient de plus en plus clair. Donc, ma législation veut dire aux gens, va être clair dans la responsabilité fiduciaire, ça va être clair. Ça va être clair que les conflits d'intérêts ne peut plus exister. Ça va être clair qu'on a besoin de l'expertise en la physique du changement climatique. Ça va être clair que la mission de ces, surtout pour le gouvernement, quand il finance des projets, soit alignée avec les objectifs qu'on a climatiques, parce qu'on est signataire de l'accord de Paris. On a notre loi de carbone neutralité. Donc, ça, c'est les éléments qui sont à l'intérieur de mon projet de loi, les finances alignées sur le climat que vous pouvez trouver dans mon site web. Oui, et je crois que le projet de loi sera ou est sur le chat, le projet de loi. Donc, vous allez pouvoir le consulter sur le chat du site. Donc, projet de loi, quand même, je le répète, relativement ambitieux. Comment ça va? C'est intéressant. Alors, bon, évidemment qu'il y a de la résistance, mais je vais vous dire quelque chose. Quand on a démarré ce projet-là, mon objectif n'était pas de passer les projets de loi. Mon objectif, c'était de générer la discussion. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que ça fait un an qu'on fait. Puis je peux vous dire que j'ai un support incroyable. Il y a 99 organisations canadiennes qui supportent mon projet de loi. Les leaders du Sénat ont reçu une lettre signée par 59 professeurs en business pour les forcer à avancer. C'est certain que les gens ont peur des changements. Il y a beaucoup, c'est l'âge moyenne des sénateurs 60 ou plus. Et donc, c'est des gens qui résistent les changements. Mais vous, c'est pour vous. Quand Julie a commencé par dire que je pense à mes petits-enfants, c'est pas mentir. Il y a trop de jeunes que j'ai vu passer dans mon bureau, beaucoup avec de l'anxiété, beaucoup avec des questions pour le futur. Puis, sans être vraiment religieuse, je suis agnostique. Je pense que c'est la responsabilité des adultes de laisser une planète meilleure de ce qu'on l'a reçu. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important de vous donner à vous la chance de vous épanouir dans vos vies, dans un monde propre. Vous avez le droit. Alors, effectivement, le projet de loi tarde à passer à travers le Sénat, ce qui ne veut pas dire que le débat, comme vous dites, ne se continue pas à l'extérieur du Sénat. Et c'est ça, en fait, la politique. C'est que parfois, on réussit rapidement à faire passer nos législations, mais parfois, le seul fait qu'on provoque un débat à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution contribue au progrès. Et il faut être conscient de ça parce qu'autrement, on devient fou, on devient trop frustré. Donc, ça, c'est ce que vous faites au Sénat, mais vous avez décidé aussi que vous seriez présente sur la scène internationale. Et là, j'aimerais un peu que vous me parliez pourquoi vous avez choisi Parlamérica, qui est une association parlementaire qui essaye d'unir les parlementaires de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Donc, on est souvent critique de la diplomatie parlementaire. À quoi ça sert? On se demande beaucoup ça. Mais vous avez choisi d'investir ce domaine, de travailler fort là-dedans. Et la sénatrice Galvez a même été déléguée par le gouvernement pour faire de la diplomatie à la place de ministres non présents et tout. Donc, il y a aussi un aspect là. Mais parlez-moi du pourquoi de cet engagement. Ah, bon, premièrement, je pense que c'est écrit dans mon visage que je suis latino-américaine.
Je ne peux pas cacher ça, c'est là, c'est mes racines. Et j'ai découvert en vivant ici au Canada que je viens du Pérou, effectivement, mais l'Amérique latine est vaste. J'ai des amis partout en Amérique latine et qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes inquiétudes. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer, évidemment, par mes échanges en recherche des professeurs et des chercheurs en Amérique latine, et dans le domaine de l'environnement, de la biodiversité, dans le changement climatique, dans l'adaptation au changement climatique. Et donc, c'est par là que je me suis dit, bon, il y a les parlementaires de les Amériques et peut-être qu'avec eux, je peux travailler. Et par les mouvements ou les groupes Parlaméricas à 3 grands axes d'action. Un axe, c'est le changement climatique. Je suis la présidente de ces réseaux. Mais les 2 autres axes sont extrêmement importants. L'un, c'est l'égalité des genres. Et c'est extrêmement important que la femme occupe sa place au niveau des décisions. Si on va à la vitesse, si on continue à la vitesse qu'on y va, l'égalité ou l'équité ne sera pas ici avant 200 ans. Donc, il faut accélérer ça. Et le troisième axe, c'est le gouvernement et le Parlement ouverts, parce que c'est très important que les citoyens participent à les décisions. C'est important que les gouvernements soient transparents parce que c'est dans les zones grises où la corruption naît. Et en Amérique latine, on sait que la corruption est un fléau. Et donc, pour moi, ces 3 axes-là sont extrêmement importants, pas seulement pour l'Amérique latine, mais partout dans le monde, partout dans les pays en développement. Et vous savez aussi que les changements climatiques affectent davantage les femmes, mais affectent aussi davantage des pays qui n'ont pas contribué à la problématique. Et donc, il faut augmenter la voix et faire entendre à nos politiciens au Canada que les Boliviens, les Carabiens, dans les îles n'ont pas contribué et pourtant souffrent beaucoup de ces impacts. Donc, au niveau plus personnel, est-ce que vous jugez que vous avez aussi une responsabilité parce que vous-même êtes originaire, vous êtes originaire de l'Amérique latine et vous représentez, j'imagine, quand vous allez là et quand vous avez une forme de modèle, une forme de réussite à différents niveaux. Donc, est-ce qu'il y a ça aussi dans cette idée qu'il faut que c'est à votre tour d'aller vers eux, puisque vous-même, vous avez quitté l'Amérique latine? Je pense que c'est symbiotique. C'est symbiotique dans le sens que j'ai remplacé le ministre Trudeau 9 fois dans des 9 transferts de présidence en Amérique latine. Puis, je sais qu'ils m'ont choisi parce qu'ils savent que je peux communiquer. Ils m'ont envoyé dans des missions commerciales, ils m'ont envoyé dans plusieurs événements. J'étais au Sommet des Amériques à la dernière fois, représentant le Canada. Et donc, je sais que pour le Canada, c'est important aussi parce qu'on a une population vieillissante, on veut avoir du commerce, on veut avoir des échanges. Et donc, il y a ça. Évidemment que ça me fait plaisir d'aider à les gens latino-américains, puis surtout les peuples autochtones. Surtout les peuples autochtones, il ne faut pas les oublier. Récemment, j'ai pris conscience de quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est qu'en Amérique latine, les peuples autochtones ont le droit à la propriété. Les femmes et les hommes ont droit à la propriété. Ils peuvent acheter un terrain, ils peuvent acheter une maison. Moi, ça m'a choqué d'apprendre qu'au Canada, les peuples autochtones ne peuvent pas être propriétaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires de leur communauté autochtone? De leur terrain. Des terrains sur lesquels on les a, mais ils peuvent là. acheter ailleurs, là, mais il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas de propriété. Donc, par exemple, si quelqu'un, une personne autochtone voudrait emprunter en utilisant, il ne peut pas parce qu'il n'y a rien qui lui appartient. Ouais. Toutes les communautés autochtones appartiennent au gouvernement. C'est ça. Et c'est une espèce de location. Et effectivement, ça pose beaucoup de problèmes quand on veut partir une entreprise parce que ce n'est pas solvable. Alors,
c'est incroyable, mais je peux raconter comment le Canada aide les femmes dans les Andes à être entrepreneurs. Mais il ne peut pas les aider ici autant à cause de ces problèmes. Donc, Exact. ouais. Alors, vous êtes encore jeune pour une sénatrice, donc il vous reste au moins une décennie, sinon un peu plus. Vous voyez faire quoi? Ah, il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais récemment, mes enfants m'ont demandé ça. Oui, parce que évidemment, je vais être avec mes petits-enfants, puis ma famille. Puis je disais, ben, écoutez, si je vois qu'un gouvernement commence à faire ce qu'il devait faire au niveau de l'environnement, redresser les lois, redresser la réglementation, mais je me disais, fantastique, je n'ai plus besoin d'être là, puis je vais prendre ma retraite plus tôt. Ça va dépendre plus du gouvernement que de moi. Voilà. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Entre-temps, je sais que vous êtes à la fois avec vos petits-enfants tant que vous le pouvez, mais au Sénat et comme j'ai dit, travaillant à plusieurs égards sur plusieurs dossiers. Donc, merci beaucoup Merci. pour cette conversation. Je ne sais pas si on a des questions, quelques questions de l'auditoire avant de passer à la période des questions des étudiants. Non, question, je dois vous dire que elle est en anglais puis je ne la comprends pas, donc je n'arriverai pas à la traduire, ce qui fait que je pense qu'on va passer directement à la pause. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on prend 15 minutes puis on se rejoint dans une quinzaine de minutes. Merci. Madame Merci. Merci. Oui,